D'un lieu repère à l'autre. Sommeiller, songer. La prudence, faire une pause. Fantasmer, se reposer, imaginer. L'attention. Aspirer, trouver répit. Se détendre. Un lieu refuge. Un chez-soi. J'ai mangé pendant plusieurs années au Camion du Cœur. On avait notre table. Et c'était toujours les mêmes à la tablée. Donc tu sais, tu prends aussi un peu des petites habitudes. Tu te refais une petite vie, on va dire. Le soir, tu arrives, t'es à ta table, t'es avec des gens que tu connais, que tu manges. Ça a toujours été un plaisir de me retrouver à cette table. C'est un peu comme un point en moins. Tu sais, c'est le petit moment de repos, de répit de la journée. Se détendre. D'un lieu repère à l'autre. Un lieu refuge. Un plateau radio imaginé, réalisé et produit par l'ALCA. Sommeiller, songer. Retrouver un chez-soi par la nourriture, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Nous cherchons, depuis une année déjà, à Lyon et à Villeurbanne, les possibilités de repos et de répit pour les personnes à la rue, et aujourd'hui nous émettons l'hypothèse que cuisiner, et avoir un lieu pour le faire, offre un temps où le corps et l'esprit peuvent se détendre, se laisser aller, retrouver des habitudes et des sensations de plaisir. Et pour comprendre ce lien entre cuisine et repos, nous sommes à la Cantina, un lieu associatif installé sur un terrain vague, ou plutôt sur le chantier du futur parc de Barros. Nous sommes d'ailleurs actuellement cernés par des bulldozers. Situé à Flachet, à Villeurbanne, et qui jouxte la halle des Camions du Cœur, qui distribue chaque soir un repas chaud à qui s'y présente. La Cantina, c'est un tiers-lieu alimentaire qui tente de déjouer plusieurs choses. D'abord, c'est un vrai lieu de mixité, car ici se côtoient des cuisines qui permettent à des personnes logées à l'hôtel ou chez des tiers de pouvoir cuisiner, et un café qui, lui, est ouvert à toutes et tous. D'ailleurs, en ce moment même, c'est encore le repas, et vous devez entendre les bruits de fourchettes derrière nous. Ensuite, ce lieu déjoue également l'idée que le social serait forcément moche. Ici, les Algeco, boîtes en fer a priori peu séduisantes, ont été transformées, dessinées, chouchoutées pour devenir agréables. C'est un beau lieu. Ici, on porte attention et soin aux gens, au mobilier, aux détails qui rendent les lieux si chaleureux. On est là pour préparer des trucs parce qu'on habite dans un hôtel et on vient ici pour cuisiner et après on rentre avec à la maison. Moi, je décide pas qu'est-ce que je dois cuisiner. L'idée globale, il y en a après. Mais juste les détails, ça change. Même si des petits plats et tout, ça va me soulager. Je fais quelque chose, je crée quelque chose. C'est deux choses très importantes pas que pour moi, je crois, pour tout le monde, c'est cuisine et linge. Si on fait ça, on est très content. Et pour parler des cuisines, nous sommes nombreux autour de la table. D'abord, on est plusieurs de l'ALCA à avoir préparé cette rencontre. Je suis Julie, il y a Florent, Yaël et Marina. Et puis pour parler de ce sujet, nous avons invité Judith, coordinatrice du lieu où nous nous trouvons. Il y a aussi Mohamed, qui est assisté par Monsieur Al-Shaïk, traducteur, et Gabi Chougoumba. Ces deux personnes cuisinent régulièrement dans ce lieu. Plusieurs autres sont autour et pourront intervenir si elles le souhaitent. Alors, pour notre recherche sur le repos, nous avons croisé la notion de reposité de l'anthropologue Albert Piette. Et dans cette notion, plusieurs idées se retrouvent. Celle du repos en lui-même, bien évidemment, mais aussi l'idée du besoin de se reposer. Et donc de s'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir accéder au repos.
Et dans les appuis, on en trouve plusieurs. Il y a différents types d'appuis. Des appuis matériels ou physiques, comme par exemple l'espace familier de son domicile, de son quartier, qui sont des repères qui nous permettent de comprendre le cadre dans lequel on évolue pour se situer, pour agir, pour s'organiser dans l'espace de manière sereine. Et puis, il y a des appuis psychiques qui sont personnels, les expériences passées ou les expériences communes au sein d'un groupe, mais aussi les règles, les règlements, la culture commune, qui nous permettent d'interagir avec les autres de manière connue, sans se remettre en question continuellement. Et puis, à partir de ces appuis que chacun peut développer sa capacité à se reposer en confiance et à se relâcher dans une forme de passivité. La perte de son logement, la perte de son travail, mais aussi un deuil, un changement de son environnement, peuvent être des ruptures fortes. Alors évidemment, un déplacement, un exil est une grande perte de repères qui peut générer de l'anxiété, mais aussi de l'inquiétude et de l'abattement, évidemment. Alors comment pouvoir continuer à vivre quand on est dans cette situation de perte de repères? Il faut pouvoir reconstruire ses appuis, il faut pouvoir reconstruire ses repères. Et la Contina nous paraît être un appui possible parce qu'on peut mettre en place de nouvelles habitudes ici. On peut baisser son niveau de vigilance dans un climat de confiance. Et alors, nous avons envie de voir comment la cantina, au-delà d'un lieu pour cuisiner, peut être un espace de repos dans la ville, pour que les personnes ne disposant pas d'un logement adapté puissent se reposer. Alors, pour que l'on comprenne bien, Mohamed, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre situation et la place qu'occupe la cantina dans votre quotidien ? إذا بترجع بتشرح لهم عن وضعك بشكل عام وعن مكان كونتينا بحياتك. مثل ما ذكرت لك أستاذ محمد، جينا نحن من 3 شهور على الأوتيل بجمعية، طبعا جمعية اللما هي اللي بعتتنا وقالت لنا إنه هذا الأوتيل، والأوتيل طبعا ما فيه طبخ، ما فيه غسيل، بس في مكان تغسلوا فيه. للوهلة الأولى مثل ما ذكرت لك إنه واحد بينصدم شلون الطبخ بمكان والغسيل بمكان والنوم بمكان. بس وقت اللي جينا لهون صراحة يعني عم بيحاولوا يقدموا كل شيء عندهم حتى نكون مرتاحين. Donc ça fait 3 mois qu'ils sont à l'hôtel et quand ils sont arrivés, l'assaut Lama leur dit que pour cuisiner ou pour se laver ou pour faire ce genre de trucs, ça serait pas à l'hôtel, ce serait dans un autre endroit. Pour messieurs, c'était étonnant au début qu'il y a 2 endroits, un endroit pour dormir, un endroit pour cuisiner. Mais quand il est venu ici, il a découvert qu'ils font tout pour les aider, pour avoir des appuis en fait, justement pour leur vie. Ok, et peut-être Gabi Chougumba, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta situation et d'où tu viens et quelle est la place de la cantina dans ton quotidien? D'accord. Je viens de la Guinée-Conakry. J'ai fait la demande d'asile. C'est mon assistant social qui m'a donné l'adresse de l'hôtel ici. J'ai logé par le Mans. Je suis là-bas, ça fait 11 mois. Je suis à l'hôtel Vonvelin. Je viens ici chaque jeudi ou bien chaque vendredi pour cuisiner et pour laver mes habits aussi. Avant de poursuivre, Judith, est-ce que peut-être tu peux nous décrire ce lieu? Donc la cantina, c'est 2 espaces différents. Là, on est dans le café associatif. C'est une partie qui est ouverte au grand public, à tout le monde. Et de l'autre côté, il y a un petit chemin qui relie ce café à 3 grandes cuisines qui font 40 mètres carrés chacune, qui ont des grandes fenêtres, où il y a de la lumière et où 2 familles peuvent cuisiner simultanément dans chaque cuisine parce qu'il y a 2 fours de plan de travail, 2 éviers, etc. Voilà, et on met à disposition tout ce qui est épicerie sèche pour les personnes. Et peut-être juste une question, cette notion de reposité qu'on a emprunte à Albert Piette, est-ce que ça résonne aussi chez toi en tant que coordinatrice du lieu? Reposité, ça me fait peur ce mot, mais la question du repos ou du répit, en tout cas, je ne sais pas si on arrive à être un lieu de repos pour les personnes, mais ce qui me parle dans ce qui a été dit, c'est plutôt cette affaire du répit, de sentir qu'on peut être soi, parce que dans les cuisines, on essaie aussi que ça soit un lieu d'intimité pour les personnes et qu'on ne soit pas sur leur dos, qu'on n'aille pas vérifier comment elles font à manger. Donc ça veut dire que c'est un lieu où on peut être comme on est, comme chez soi.
Et ça fait partie du repos pour moi, de faire tomber le masque, quoi. Un lieu où on peut faire à son rythme, un lieu où on peut s'asseoir, un lieu où on a le droit de dire qu'on est fatigué. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de manières différentes du repos. Le repos ne signifie pas forcément l'inactivité, c'est ça que je veux dire. Et qu'ici, il y a énormément d'activités de partout, ça fourmille. Et pourtant, je pense que c'est quand même un lieu aussi de repos. Est-ce que, Gabi, est-ce que c'est un lieu de repos, la cuisine? Non, c'est pas un lieu de repos. C'est un lieu où vous êtes très active pour cuisiner? Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous êtes en train de cuisiner en ce moment? C'est le poisson des boulettes. C'est ça que je cuisine, comme soupe, quoi. Et du coup, les produits, vous les achetez ou vous les récupérez dans quel type de magasin? Sur les magasins adultères, parce que c'est là-bas qu'ils vendent les choses africaines. Oui, on a cet adultère. Les produits, ils doivent forcément venir d'Afrique, ou est-ce que vous cuisinez avec d'autres types de produits? Oui, on cuisine d'autres types de cuisine, mais des fois, on a l'habitude de manger les choses africaines. Oui, chaque fois, on cuisine les choses des Africains quand même, parce qu'on n'a pas l'habitude de manger l'autre chose. On mange quand même les pâtes, les haricots, on mange ça quand même. Mais on mange beaucoup de riz quand même. C'est ça, on est habitué. Oui. Et alors, vous, Mohamed, qu'est-ce que vous cuisinez? Et peut-être il y aura une différence à faire entre ce que vous cuisinez pour vous, pour votre famille, et puis là, ce que vous cuisinez aussi pour les autres. هلا عم يسألك انت شو عم تطبخ عادة وشو بالنسبة لك شو الاختلاف بين اللي بتطبخه للناس واللي بتطبخه للعائلة؟ هلا بالنسبة إذا عم بطبخ اليوم السؤال Vous parlez d'aujourd'hui? D'aujourd'hui ou des autres jours? اليوم أو غير أيام؟ بالنسبة لليوم أنا يعني مسؤول حاليا كشيف يعني متدرب لمدة 6 شهور. عنا كل خميس أكلة بسموها نيوكي، أكلة إيطالية يمكن. زائد السلطات، زائد الجاتو، زائد المويلو. بالنسبة لليوم يعني أنا وزوجتي. Pour aujourd'hui, il est chef, mais il fait c'est comme un stage pendant 6 mois. Il y a le gnocchi, qui a un plat italien, il y a deux gâteaux, il y a une salade, il fait la cuisine avec sa femme. Ça, c'est pour les autres, c'est pas pour sa famille. Et est-ce que c'est différent de cuisiner pour les autres ou pour soi-même? Qu'est-ce que vous cuisinez pour vous? يعني هو مختلف عن انه لما بتطبخ لعائلتك وشو اللي بتطبخه لك يعني لعائلتك. هلا بالنسبة للمطبخ الفرنسي بيميل للنباتي أكثر يعني. نحن كمجتمع عربي بنميل للحوم أكثر. يعني ما في إلا طبخة والثانية بكون إجباري يكون فيها لحم. Donc la cuisine française, c'est plutôt végétarien. طبعا هذا شيء منيح. Ce qui est bien. Mais les Arabes, on adore la viande. Il y a de la viande partout. Et est-ce que c'est un effort de changer de cuisine ce que vous mangez habituellement et de cuisiner pour les autres? Ça demande un grand effort. Comment ça se passe? وبيتطلب منك جهد كبير انك يعني تعمل هاي النقلة لحتى تطبخ لغيرك. هلا مو موضوع بتطلب انه كجهد، بتطلب راحة شخصية لإلي. مثل ما بعد ذكرت لك قبل شوي انه بكون انا مرتاح مزبوط ممكن ابدع اكثر يعني. Non, c'est pas l'effort en fait, c'est que quand il est reposé justement, il arrive à cuisiner beaucoup mieux. Donc c'est quelque chose qui vous, enfin vous êtes dans un état, enfin c'est un peu difficile de le dire comme ça, mais dans un état de bien-être quand vous cuisinez, c'est quelque chose qui vous ressource. يعني انت لما بتطبخ بتكون مرتاح نفسيا، بتكون مسترخي. انا بتمتع بالطبخ. Il adore cuisiner. C'est quelque chose que vous faisiez déjà avant d'arriver à la cantina, la cuisine. وهو شيء من زمان عندك هذا الشعور قبل ما توصل. طبعا انا وانا صغير يعني كنت دائما واقف مع امي، مع ستي، مع خالتي، ولله الحمد يعني انه زوجتي كمان نفس الشيء طلعت.
Oui, depuis tout petit, il cuisinait avec sa mère, sa grand-mère, sa tante. Et il a eu de la chance que sa femme, elle est comme lui, elle adore cuisiner aussi. Mais justement, peut-être ça nous fait poser une question. Quelle est l'importance de la cuisine, justement? Ça vient ou plutôt, vous cuisiniez avec votre maman, votre grand-mère. Qu'est-ce que vous gardez d'elle aujourd'hui dans votre cuisine؟ هلا بما انك حكيت انه انت كنت تطبخ مع الست الوالده مع ستك شو الشغلات اللي انت لسه محافظ عليها من هاي الفتره؟ هلا الموضوع اللي محافظ عليه يعني قلت لك انا اكلنا شرقي بحت نحن، بس وقت جيت للمجتمع الفرنسي حاولت ادخل الافكار مع بعضها، يعني ادمج الفرنسي مع الاكل الشرقي، ويعني الابداع مستمر، ما في شيء اسمه واحد انه خلص شيف. يعني بحس كلمه شيف كلمه كبيره، يعني انسان بطبخ، كل انسان بطبخ، بس ناس بتحب الطبخ وناس ما بتحب الطبخ بس. En fait, pour lui, il connaissait la cuisine orientale, mais quand il est arrivé en France, il fallait mélanger les deux cuisines. Donc, il a appris un petit peu de la cuisine française pour mélanger avec sa cuisine à lui. C'est un truc créatif, en fait, de mélanger les deux cuisines ensemble. Pour lui, il ne croit pas vraiment au mot chef, parce que ça n'existe pas. Tout le monde peut cuisiner, mais il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, il y a des gens qui aiment cuisiner. On vous propose d'écouter maintenant un extrait d'une rencontre que nous avons faite ici même il y a quelques mois. J'ai commencé déjà les haricots. Les haricots? Ouais. Vous pouvez me montrer? C'est des haricots blancs alors? Les haricots blancs, ouais. Quand on finit comme ça, après j'ai fait la sauce. Après j'ai mélangé les chorizo avec les côtes fumées là, les poulets fumés. Et ça j'ai fait avec l'huile, pour moi ça huile avec les oignons là. J'ai commencé les oignons, après les tomates, après Ouais. j'ai remplissé dans l'haricot. Ouais. Ok. Voilà. Après j'ai mis les poulets, j'ai coupé avec les chorizo, j'ai mis dans l'haricot. Donc voilà. Et après ça doit cuire très longtemps? Non, ça 1h30 à 2h. Ok. Ça va. Les riz à côté. Voilà. Après quand j'ai fini, j'ai mangé avec haricots là. Et il s'appelle comment? Vous vous souvenez comment il s'appelle le plat ou pas? Les plats en portugais, j'ai oublié. Ça s'appelle comment en portugais là? J'ai oublié les noms. Mais avant, je connais les noms. Mais comme je ne suis pas trop stressé, j'ai oublié les noms. Mais si ça arrive, je les dirai. D'accord. Moi, je viens du Congo. Parce que mes parents, ce sont les Angolais. Ok. Fut la guerre, l'Angola vient s'installer au Congo. Là où moi, je suis né là. Merci. Oui, alors Kaby, moi j'avais une question aussi concernant la cuisine, hein, toujours. Qui est-ce qui vous a appris à cuisiner? Est-ce que vous vous souvenez à quel moment, à quel âge, et avec qui vous avez commencé à cuisiner? Oui, c'est ma maman qui m'a aidé pour cuisiner à l'âge de 15 ans comme ça. Oui. Et est-ce que vous avez un plat préféré, quelque chose que vous aimez cuisiner et peut-être aussi que vous aimez particulièrement manger, qui vous évoque des souvenirs heureux? Oui, moi j'aime beaucoup de sauces comme sauce graine, sauce arachide, sauce de gombo, tout ça là, j'aime tout. Oui. Pour Judith, peut-être, parce qu'à la cantina, donc ce qu'on s'aperçoit là, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout pour cuisiner, aussi bien de partout dans la métropole, quelque part, que de partout du monde. Comment ça se gère au quotidien, la cantina, par rapport à ça? Est-ce que vous avez des règles ou des choses à transmettre ou pas? Non, la règle, c'est quand même l'improvisation un peu là, à la cantina.
Après, 3 cuisines, on essaye de faire en sorte que les gens se mettent là où ils ont envie de se mettre. Forcément, les premiers arrivés auront plus de choix que les derniers. Mais il y a des habitudes qui se prennent. Donc, on n'est pas dans des règles dites. Mais par exemple, quand vous arrivez, on sait que vous allez vous mettre avec votre copine dans la cuisine 3. Enfin, les choses, il y a des sous-entendus. Et quand ça doit cohabiter, on essaye de faire au mieux. Et ça marche pas toujours. Non, mais il y a des moments où on n'est pas du tout dans les mêmes cultures alimentaires, ou alors il y a une famille de 8 personnes, en face c'est une dame toute seule, donc elle peut se sentir un tout petit peu envahie. Enfin, donc voilà, on n'est pas dans un schéma parfait. Et puis il y a des fois, on est dans des cultures alimentaires très 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 éloignées. Il y a pas longtemps, il y a une dame qui a fait cuire des tripes. C'était très difficile pour beaucoup de gens, cette odeur de tripes qui envahissait la cuisine. Donc ça dépend. Il y a des fois c'est extrêmement heureux la plupart du temps, et puis il y a des fois on est confronté à des différences qu'il faut dépasser. Et donc vous qui êtes là, qui travaillez tous les jours avec l'équipe, justement, travailler dans ces odeurs de cuisine en permanence, ça vous donne faim? Vous avez tout le temps envie de manger, ou comment ça se passe? Non, ça donne de l'appétit, mais à autre chose. Je crois aussi beaucoup que de cette question d'appétit, de repas, de nourriture, c'est aussi comment l'appétit de la rencontre, enfin, du dialogue, de l'échange. C'est un accélérateur de particules là-dessus. On nous nourrit énormément, donc je suis plutôt pas dans le refus, mais on nous donne à manger beaucoup. Donc c'est un endroit nourricier pour nous aussi, qui est génial. Enfin voilà, c'est absolument génial. On découvre un tas de plats mais c'est très rare que j'ai faim. Quand vous me dites est-ce que ça me donne de l'appétit, ça me donne de l'envie, mais c'est très rare d'avoir faim à la cantina. Moi, j'ai une question d'un autre ordre. Les gens rentrent ici, ils réservent les cuisines 3 heures et ensuite ils repartent. Est-ce qu'il y a physiquement un avant l'espace de la cuisine et un après, ou pas vraiment? C'est pour essayer de comprendre cette idée du repos. Est-ce que la cuisine, c'est un lieu d'activité, c'est pas un lieu de repos, et en même temps, ça doit sans doute procurer une forme de sensation de plaisir. Vous parliez, vous, de plaisir tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a un avant-après la cantina? Ça, c'est vous qui devriez répondre, je pense. Moi, je vois de la fatigue. On parle de repos, mais je vois aussi beaucoup de fatigue. Et en partant, moi, j'ai une admiration pour l'énergie qui est déployée par les personnes qui arrivent, qui repartent. Et j'ai l'impression que cette affaire du repos, elle est plutôt dans des micro-espaces, des micro-temps, des temps de tout d'un coup de musique, de rigolade. On va danser 5 minutes, et que là, on est dans c'est du repos fugace. Mais je peux absolument pas dire les gens arrivent épuisés et repartent reposés, quoi. Ça, je dirais jamais ça. Non, c'est plutôt sur des c'est aussi un lieu où on cuisine, mais c'est aussi un lieu où il se passe plein d'autres choses. Oui. Et donc c'est plutôt dans ces énergies-là. Est-ce qu'il y a des énergies qui, effectivement, à un moment donné, sortent complètement du cadre de la cuisine et sont ludiques, voire de détente? C'est ça. Il y a des endroits de relâchement. C'est ça que je veux exprimer, en fait. Donc c'est pas nécessairement du repos, mais ça lâche. Et ça lâche parce qu'on sort un peu du cadre, qu'on s'assoit, qu'on mange, qu'on rigole, qu'on prend Zinedine dans les bras, c'est ce relâchement-là qui fait des ponctuations de temps où on s'abstrait aussi de la logistique et de l'environnement et de la difficulté de l'existence. Voilà. On vient à la cantina, donc l'ALCA, on vient à la cantina plusieurs jours dans l'année pour discuter avec les gens qui cuisinent, comprendre leur manière d'habiter, et puis on partage des moments, des situations de vie dans les cuisines, et on voulait vous partager une de ces situations que nous avons vécues au mois de juillet cet été 2024. J'ai passé une matinée avec 2 grand-mères albanaises, accompagnées de 3 de leurs petites filles, Anita, qui a 9 ans, Asia et Ambra, âgées de 11 et 12 ans. Une des grand-mères, Sophia, est seulement de passage en France pour rendre visite à sa seule petite fille, Anita, qu'elle n'avait pas vue depuis 3 ans. Quand j'entre dans la cuisine,
Les Tupperware, la maïzena sont sortis des caddies et posés sur la table. Les épinards sont lavés dans l'évier par Sofia, qui mélange ensuite dans un grand saladier la farine avec de l'eau et de l'huile pour faire une pâte. Elle fait des petites boules qu'elle pose sur une plaque de cuisson, met de l'huile dessus. Elle nettoie ensuite la table, prend de la maïzena et étale la pâte à l'aide d'un tuyau découpé. Les gestes sont précis et extrêmement rapides. Sofia et les 3 filles interagissent tout le temps. On passe de l'albanais au français sans pause. Anita, pieds nus, habillée d'un t-shirt rouge sur lequel il est écrit Albania, malaxe aussi une autre boule de pâte et me dit « C'est trop doux. La pâte, c'est trop doux. Quand j'étais petite en Albanie, je pleurais pour pouvoir faire la cuisine avec ma grand-mère. Nos mères ne veulent pas qu'on les aide. Elles ont peur qu'on se brûle. » Anita fait des petites boules en précisant que c'est sa grand-mère qui lui a appris la pâte. Elle appelle aussi Ambra, sa cousine, pour lui demander de l'aide pour utiliser le tuyau à pâtisserie. Mais en dépit de ses efforts, les feuilles sont moins fines que celles étalées par la grand-mère. Elle fera des petits beureks à part. Sofia lui prend les petits cercles de pâte pour redonner un coup de rouleau tuyau. Sofia prend les épinards mélangés à l'œuf et le fromage. C'est du fromage blanc, me dit Anita, mais elle ne sait pas vraiment quel fromage. En tout cas, c'est un type de fromage frais que l'on ne trouve pas au supermarché. Ambra m'explique. Ce sont des beureks albanais. Il y a des épinards, du fromage et des œufs dedans. Les Albanais ont appris les beureks aux Turcs. Sofia, qui ne parle pas français, m'explique grâce à la traduction d'Ambra. On apprend quand on est petit. Après, quand on se marie, on sait faire. C'est un tout petit extrait d'une observation faite dans la cuisine. Je crois qu'on pourrait en prendre certainement des centaines d'autres de ce type-là. Et j'avais envie de poser une question à Mohamed. On avait choisi aussi cette anecdote parce qu'il était question de différentes générations, de parents avec des enfants qui viennent dans les cuisines, qui leur apprennent aussi à cuisiner et qui ont eux-mêmes appris avant. Et j'avais envie de demander aussi à Mohamed si pour lui ça avait un sens, cette question de transmettre des recettes, des gestes pour faire la cuisine à ses propres enfants. هلا هن اختاروا هاي القصة لأنه هاي القصة بتحكي سيرة كذا جيل، يعني مثل ما كنا عم نشرح إنه ست عم تشتغل مع حفيدتها أو يعني الأهل عم يشتغلوا مع أولادهم عم ينقلوا لهم وصفة معينة، فهي بالنسبة لها عم بتقول إنه أنت عندك هذا الإحساس إنك تنقل الوصفات اللي أنت تعلمتها من حدا تاني تنقلها لأولادك ولا لا؟ والله هو بحكم إن أولادي دائما معي بمطبخ فهن عم بتعلموا لحالهم مباشرة. En fait, c'est sans faire exprès, mais il y a ses enfants toujours dans la cuisine avec lui, donc ils apprennent tout le temps à cuisiner. Et donc justement, tout à l'heure, on parlait de cette fameuse reposité, mot barbare, hein, on l'a dit, on le redit, mais on parlait que pour avoir le repos, il fallait des appuis. Et est-ce que cette question de transmettre la culture de manière plus ou moins consciente et volontaire, est-ce que ça permet pour Mohamed et sa famille de continuer d'avancer dans cette situation complexe dans laquelle ils sont en ce moment? هلا الفكرة اللي حكينا عنها من شوي هي فكرة الاستراحة اللي هي إنه لازم يكون عندك شغلات تضغط عليها لحتى أو تسندك مثل ما بنقول بالعربي لحتى تقدر تتقدم أكثر. هل أنت فكرة إنه أولادك عم يتعلموا جزء من ثقافتهم، جزء من الثقافة السورية، هل بالنسبة لك بيساعدك على إنك تحصل على هاي الراحة، على إنك تكمل ولا ما له علاقة؟ هلا بالنسبة لأولادي يعني السؤال يعني بالنسبة لأولادك لما عم يتعلموا منك الطبخ سواء حبيت أو عم يتعلموا بالصدفة، فأنت بيساعدك على إنك تلاقي هاي الراحة النفسية ولا؟ إيه طبعا أنا حتى بحب وقت اللي بيقترحوا علي بابا شو رأيك نعمل هيك، شو رأيك نسوي هيك، بجرب أنا بقول لهم هيك أطيب هيك مو أطيب، باخذ برأيهم كتير. هن بقى حرين، بحبوا الطبخ ما بحبوا الطبخ ما بعرف، هذا حر شيء برجع لهم، بس باخذ برأيهم. هلا يعني هاي شغلة حلوة إنه المطبخ كبير، بيساعدنا إنه مثلا نكون كلياتنا متواجدين ونطبخ كلياتنا، شغلة حلوة. Oui, et ça fait plutôt plaisir parce que ces enfants ont des propositions, des fois ils proposent des trucs à faire pendant la cuisine. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais au moins ils proposent.
Après, si à l'avenir, s'ils aiment cuisiner ou pas, c'est pas la question pour messieurs. C'est juste avoir cette idée de travailler ensemble. Et il dit que les cuisines sont assez grandes ici, donc il peut y avoir la famille en entier qui cuisine ensemble. Et derrière aussi ces petites histoires dans les cuisines qui se passent, on entend aussi un lien qui se crée, alors non seulement entre les parents et les enfants, mais aussi un lien entre, j'ai envie de dire, un pays ou un endroit qu'on a laissé derrière soi et qu'on amène un petit peu à travers certains goûts, certaines manières de cuisiner. Est-ce que Mohamed, ça lui parle, ça? Est-ce que pour lui, il y a aussi un lien avec un lieu qu'il a quitté à travers la cuisine? هلا وغير العلاقة بينك وبين أولادك خلال الطبخ، العلاقة بينك وبين دولة أنت تركتها، يعني بحالتك دولة سوريا. هل طعمة الطبخ السوري يعني بتحسسك بإنه لسه في رابط بسوريا، ولا ما بيعني لك الموضوع، ما في أي رابط؟ لا طبعا. هلا الموضوع الأكل وقت اللي بنعمله يعني سواء مثلا أكل، تعرف أنت، ما بعرف مجتمعنا العربي يعني الأكل مثلا في إن أجواء مثلا معينة، يوم العطل بنسوي أكلات معينة، الفول، تحضير الفول، هذا بيحسك بذكرك بالعيلة، باجتماع الوالد مع الوالدة. يعني بعتقد قد ما شرحت لك هاي الأمور يعني مستحيل تنساها، مستحيل. Bien sûr, ça crée toujours un lien avec le pays. Surtout, il dit, nous les Arabes ou les Syriens, si vous voulez, on avait pendant le week-end, on avait certains plats qu'on cuisinait en famille, comme un plat qui fait par le fève, qu'on cuisinait. Ça, c'était toujours avec la présence de père et de la mère. Donc, ça ramène toujours messieurs à ses souvenirs avec ses parents. C'est trop compliqué d'expliquer ce genre de truc, mais il y a toujours ce lien. Et alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer un moment avec vous dans la cuisine et avec votre famille, donc avec votre femme, Ala, et vos 3 enfants. Et ce qui était impressionnant, c'est que votre fils aîné, j'ai un trou, j'ai oublié, Nordine, pardon, c'est lui qui assurait, donc il parle très bien français maintenant, oui. Et donc c'est lui qui nous permettait de communiquer ensemble, oui. Parce que je ne parle pas arabe. Et en fait, est-ce que quand vous êtes dans cette cuisine avec vos enfants, il y a un sentiment où vous vous sentez un peu plus détendu parce que vous êtes dans un environnement peut-être rassurant, sécurisant? Est-ce que c'est un moment où vous pouvez vous relâcher, de dire, bah voilà, là on est tranquille, les enfants jouent entre eux, ils s'occupent et j'ai pas besoin de penser à eux en permanence? هلا هو عم بيقول صحت له الفرصة إنه يزوركم بالمطبخ، أنت وزوجتك مدام آلاء، ومعكم أولادكم. ونور الدين هو اللي كان الكبير، هو اللي كان عم بيترجم. فعم بيقول إنه هل فكرة وجودك بالمطبخ مع أولادك وزوجتك بيخليك ترتاح نفسيا، إنه أولادي موجودين حوالي، ما فيش يعني ما في داعي ضل قلق عليهم، هن موجودين، نحن عم نطبخ مع بعض، موجودين كعائلة. طبعا شعور يعني ما في أحلى من هيك. يعني ما جينا لهون، ذكرت لك أنا شعور حلو طبعا. C'est vraiment très agréable. Ouais, c'est un moment où on peut l'oublier en fait des choses du quotidien. يعني بهاي اللحظات بتقدر تنسى المشاكل اليومية اللي بتصير معك. إيه طبعا، حتى بنسيها. هلا يلي بطبخ اكيد بتعب يعني، بس وقت انا بشوفهم حاطين الأكل مبسوطين، كل مين عم يعطي رأيه رغم صغرهم وهيك، ما في أحلى منها. شعور حلو يعني. لا بابا بدها ملح، ناقصة الصوص، ناقصة كذا. شعور حلو يعني، ما في أحلى منه. Oui, c'est agréable. En fait, c'est fatigant de cuisiner, mais à la fin, quand on finit de cuisiner, quand on est assis autour de la table avec la famille, malgré l'âge de ces enfants qui sont assez petits quand même, ils disent des choses, par exemple qu'il fallait plus de sauce ou il fallait un petit peu moins de sel. Ça, c'est pour lui, c'est très agréable ce genre de discussion. طبعا أهم شيء التقييم. عندي بنتي بالذات سدرة تقول لي 8 من 10، 7 من 10.
Il y a surtout, c'est très important pour lui que Cédra, par exemple, elle donne des notes. Elle lui dit c'est 9 sur 10 ou 8 sur 10. Il y a toujours des... مستحيل ما تقيم أكلي، تتقيم إجباري يعني ما بتعطيني 10/10 أبدا. Elle donne toujours des notes. Elle donne toujours des notes à chaque plat et c'est jamais 10. Donc, est-ce qu'un appui à la sérénité, c'est aussi les enfants, ce que les enfants nous renvoient? هل بالنسبة لك يعني في بهي الراحة هي وجود الأولاد اللي بيعطوك شيء، بيعطوك دافع؟ طبعا يعني أول شغلة بفرح إنه هن معي، بفرح إنه جبتهم لمكان صح، بفرح إنه هن عم بيندمجوا، بفرح وقت هن عم بدرسوا فرنسي، يعني بفرح بكل شيء إنه إنه الحمد لله أمور بخير يعني. Bien sûr, il est content d'avoir ses enfants autour de lui. Il est aussi content qu'il a choisi le bon endroit pour amener ses enfants. Il est content que les enfants s'intègrent de plus en plus dans la communauté ici et qu'il commence à parler français. Il est très content de tout ça. Judith, vous, les salariés de la Cantina, comment est-ce que vous vous situez pour être à la fois dans un accompagnement, dans une présence bienveillante, sans être trop présent dans les cuisines, ou être là quand il faut? Enfin, j'imagine que ça demande beaucoup d'observation, et de voilà. Comment est-ce que vous vous situez, vous, à la place qui est la vôtre? Ça s'est fait en 3 temps, je vais dire. Le premier temps, c'est quand on a ouvert la Cantina, on n'avait absolument pas pris de décision par rapport à ça. Et les premières personnes sont arrivées. Nous, on était là sur nos petites chaises à attendre que des gens arrivent parce qu'on ne savait même pas si ça allait prendre cet endroit. Donc, il y a des gens qui sont arrivés. On leur a dit, voilà, il y a des cuisines. Et ils nous ont dit, mais on y va tout seul dans les cuisines? Et pris de court, on leur a dit, ben oui. Et on a vu un soulagement. Ils étaient contents de pouvoir être tout seuls et que ça soit un espace d'intimité, privé. Ils sont grands, ils ont vécu avant nous de nous rencontrer. Enfin bon, voilà. Et donc là, on s'est dit, mais en fait, oui, ça pose une question. Est-ce qu'on est avec eux? Est-ce qu'on n'est pas avec eux? Et l'observation de soulagement et puis la réflexion et le fait qu'on observe que dans le social, il y a un regard qui est porté sur les personnes beaucoup, tout le temps, sur plein de choses de la vie quotidienne. Et il y a beaucoup de lieux où les gens peuvent aller cuisiner, mais avec quelqu'un. C'est un atelier cuisine, il y a un animateur, il y a quelqu'un qui quand même décide. Et donc, on a pris la décision, ça a été la deuxième étape, de dire, en fait, ici, les gens iront seuls dans les cuisines. Évidemment que s'ils ont besoin qu'on soit auprès d'eux, qu'on leur donne un coup de main, qu'ils ne savent pas faire, qu'on peut aller avec eux. Mais a priori, ils peuvent fermer la porte, être tranquilles, en mettre de partout, cuisiner avec 3 plaquettes de beurre s'ils veulent et que ça soit un endroit de plaisir. Et après, la troisième étape, ça a été, chaque jour, c'est un peu l'improvisation. Enfin, je regarde Léa, ma collègue, qui mange pendant ce temps, mais c'est l'improvisation parce qu'on laisse faire, mais parfois on se dit, là, on va peut-être y aller parce que j'ai l'impression que ça ferme dans un quart d'heure, mais il y en a de partout, donc peut-être on va essayer d'aller filer un coup de main. Enfin, après, c'est un curseur qui se règle. Est-ce qu'on est plus ou moins prêt? Parfois, on y va aussi pour manifester notre intérêt, notre envie de rencontre. Enfin, mais voilà, entre l'intérêt, l'intrusion. Donc, après, c'est de la nuance au quotidien. Donc, cette règle, elle s'adapte, quoi. Voilà. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, Judith, c'est la liberté dans la Cantina. C'est quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle parce qu'on voit aussi beaucoup, si je dézoome un peu au niveau on était beaucoup dans la cuisine, et puis de se dire, les politiques publiques sont souvent dans quand même beaucoup l'injonction à devoir faire certaines choses. Alors là, le cas, on a passé 5 ans au bain-douche où il y avait quand même une espèce de normalisation de comment on doit se laver. Et donc là, à la Cantina, c'est pas... on n'oblige pas les gens de manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Chacun fait sa propre histoire. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été facile ou pas
à défendre auprès de vos financeurs, des partenaires, de la mise en place de la structure? Est-ce que c'est quelque chose que vous affirmez dès le départ, la liberté peut-être de pouvoir d'agir de chacun? Ça n'a pas été écrit dans le projet, qui au début on répond à un appel à projet. Dans cette intention-là, ça n'a pas été noté comme ça, parce que je pense que c'était un peu un angle mort. Il fallait que l'espace vive pour que cette question se pose. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose qu'on défend, et qu'on défend dans un environnement qui n'est pas très facile, parce qu'on est dans un environnement où le lien à l'alimentation, il est quand même aussi très normatif et puis pris dans des questions plus vastes d'écologie. Donc il faut manger moins de viande, il faut faire attention au sucre, on connaît tous les effets secondaires difficiles, notamment sur les populations en grande précarité. Donc notre idée, c'est pas de se dire on n'en a rien à faire de leur santé, mais c'est de sentir qu'il y a cet environnement est fort et on vit dans des normes sociales et bienveillantes aussi au niveau de la santé, etc. Mais où probablement ça, les personnes vont le trouver ailleurs. Et ici, on a décidé de prioriser la question du plaisir, du lâcher-prise, de la liberté, en se disant que c'est probablement ça aussi qui manque et que la vie a besoin de ça, notamment pour des personnes qui sont dans des logistiques et des difficultés de l'existence vraiment augmentées, quoi. Alors, on avait prévu de diffuser un son, mais je pense qu'on n'aura pas forcément le temps. Mais la cantina, c'est des personnes qui sont hébergées à l'hôtel ou qui sont chez des tiers. On avait aussi envie en creux de parler de tous ceux qui ne viennent pas et pour qui l'accès à la nourriture et à la cuisine, c'est très compliqué et ça organise un quotidien qui est vraiment pas simple et qui est vraiment pas de tout repos. Mais du coup, l'idée, c'était de donner plutôt la parole à Patrick qui nous rejoint. L'idée, c'est de rester à la cantina, mais de sortir un peu des cuisines et de venir plutôt du côté du café pour parler du lieu, de ce lieu-là, de ce café, de cette cantina qui est un lieu ressource. Et donc, on voulait savoir, Patrick, comment tu avais rencontré le lieu et comment aussi quelle place ça a dans ton quotidien. Moi, j'ai rencontré le lieu d'abord aussi à l'hôtel et c'est là-bas qu'on m'avait indiqué la cantina. Et du coup, tu viens régulièrement ici ? Oui, chaque semaine pour faire la lessive. Oui, parce que ce qu'on a très peu dit, c'est qu'en fait, entre le café et les cuisines, il y a aussi une buanderie qui permet de laver le linge. Et donc chaque semaine, et du coup maintenant, vous êtes aussi bénévole ici ? Oui, je suis bénévole depuis le 5. Je suis au bar. C'est moi qui tiens le bar. Et vous veniez avant utiliser le café, avant d'être bénévole au bar? Est-ce que vous étiez utilisateur du café? Et si oui, dans quel espace vous vous installiez? Parce qu'il y a plein de chaises différentes et de tables différentes. Oui, j'utilisais le café. Chaque jeudi, presque, j'étais là. Et on a aussi des soirées chaque jeudi de fin de mois. Donc, moi, quand je viens, souvent, je viens manger des gnocchis chaque jeudi. Voilà. Et qu'est-ce que ça apporte, ce lieu, quand on est à l'hôtel? Qu'est-ce que ça amène qu'est-ce que ça apporte de venir ici? Non, mais c'est bien. Hein, parce qu'à l'hôtel, on est un peu cloîtré. On est un peu, tu vois, ici. Si je dirais ici, on a 9 mois de fraîcheur et 3 mois de chaleur, donc venir un peu se réchauffer à la cantina, c'est très bien. Voilà, parce que tout le temps on est presque enfermé à cause du froid. On ne sort pas trop, voilà. Donc c'est se réchauffer le corps, est-ce que c'est aussi se réchauffer le cœur? Oui, tout à fait. Oui, se réchauffer aussi le cœur parce que, tu vois, on prend un peu de la bière, parfois du vin, et puis on rencontre du monde, et puis c'est bon, quoi. Ouais. Et dans les autres lieux où on peut se réchauffer, oui. Dans la ville, ce seraient lesquels? Où vous pouvez, vous, en tout cas, trouver un peu ce répit? Bon, moi, souvent, j'aime bien la bière. Bon, parfois, je vais vers Saxe, dans des bars à ciel ouvert, ou bien au bord du Rhône. Voilà. J'aime voir du monde, j'aime pas rester là où il n'y a personne. Donc, j'aime des endroits où il y a beaucoup de monde. C'est pour cela que je viens souvent ici. Je sais que le jeudi, il y a plein de... Comme aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a du monde. Donc, vous rencontrez des différentes personnes, parfois en cause, et puis voilà, c'est du bien.
Non, c'était juste, je voulais dire un mot pour ce qui concerne nos invités, puisque Kaby nous a quittés, puisqu'elle elle est venue, il faut quand même le signaler, avec son petit garçon de 11 mois dont elle s'est occupée tout en faisant le plateau radio et dont elle s'occupe tout en faisant la cuisine. Et je crois que c'est la cantina, c'est aussi ça, c'est ce lieu qui accueille... donne de l'espace aux femmes, aux hommes, aux parents qui viennent avec leurs enfants, que c'est pas évident non plus d'être disponible. Voilà. Et je crois que, Patrick, vous avez aussi un petit garçon avec lequel vous veniez d'ailleurs ici régulièrement. Oui, moi je suis venu avec mon fils, Johan, qui a 9 ans maintenant. Parce que nous avons quitté le Congo, il était malade. Comme on ne peut pas le soigner au Congo, donc c'est en France que nous sommes venus et on est là avec lui à l'hôtel. C'est un peu pénible, mais bon, on fait avec, quoi. Parce que la vie à l'hôtel, c'est pas vraiment ça. Il faut venir à la cantina pour faire la lessive et puis préparer et prendre des barquettes pour ramener. On a des petits réfrigérateurs, on permet. C'est normal parce que pour la sécurité, on ne peut pas mettre, comment on appelle, des petits réchauds. Parce que c'est électrique, en cas de court-circuit, c'est pas trop... Mais on fait avec, quoi. Il y a peut-être une question qu'on n'a pas posée et en fait qui nous intéresse, c'est combien de temps vous mettez pour aller de l'hôtel jusqu'à la cantina ? Bon, ça fait faire une quinzaine de minutes par là, oui. Alors c'est la question aussi qu'on peut poser à Mohamed. Combien de temps vous mettez pour de votre hôtel jusqu'à la cantina ? السؤال هي نسيت تسأله من قبل إنه قد إيه بياخد وقت من الأوتيل لحتى تجي لهون؟ ماكسيموم ثلث ساعة 25 دقيقة. 20-25 minutes maximum. Donc ça veut dire entre 15 minutes, pas forcément pour cuisiner, mais pour pouvoir se détendre. Et puis pour Mohamed, c'est 25 minutes, c'est ça, pour le trajet. Oui, non, pour venir depuis l'hôtel et venir cuisiner. Oui, ça fait faire 15 à 25 minutes comme il est. Ça dépend du moment où tu es à l'arrêt du bus. Il faut attendre, ou bien si tu es là présent. Parce que ça fait au moins 6 minutes pour arriver à Laurent Bonnevet. Et puis on est à 2 arrêts du métro. Juste le temps d'attendre le métro, mais s'il est là, en 15 minutes, on peut être là. Donc en fait, quand on est à l'hôtel et qu'on veut cuisiner, il faut penser à prendre un bus, un métro, et que ça va durer 25 minutes. Avoir réservé. Et donc c'est 3 fois par semaine maximum qu'on peut venir à la cantina. Donc ça veut dire que c'est une organisation aussi au quotidien. Quotidiennement et hebdomadaire, en fait, de se dire il y a certains jours où je peux cuisiner, certains jours où je ne dois pas cuisiner, mais donc je fais mes réserves, j'ai mes tupperwares, etc. Donc c'est quand même une contrainte psychologique forte de devoir penser à ça, d'une organisation permanente juste pour manger. Et en même temps, ce que je trouve formidable, c'est que la cantina offre ce moment de détente, de se dire quand je viens ici, tout d'un coup, je suis libre de faire ce que je veux, quelque part, presque. On ne va pas faire mais d'arriver à avoir cet espace de proposition d'un cadre où on peut se poser. Alors peut-être juste un petit dernier mot pour terminer, mais c'est qu'en fait c'est un lieu d'hospitalité, c'est le seul à l'échelle de la métropole. Il y a un tiers-lieu alimentaire à Lyon. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y a différents lieux quand même. Il y a une cuisine, pareil, la cuisine des Gones qui est portée par le CCAS de la ville de Lyon, qui est une cuisine qui peut être mise à disposition. Il y a les escales solidaires qui proposent aussi... Alors, chacun décline sous des formes différentes. Donc, cette proposition-là, vraiment à la cantina, oui, il y en a qu'une, mais il y a d'autres espaces qui déclinent différemment des mises à disposition de cuisine ou des lieux d'hospitalité ou des endroits où on peut venir boire un café pas cher. Ou il y a la maison de l'alimentation dans le 8e. Enfin, voilà, on n'est pas les seuls. Après, nous, on a une formule qui est la nôtre et on fait d'une manière peut-être qui n'est pas comme les autres. Non, en fait, moi, ça me fait écho à des expériences que j'ai pu voir dans d'autres villes et d'autres pays où il y a des cuisines à l'extérieur, ouvertes, où on peut faire des barbecues sur la plage ou dans des parcs. Ça serait bien qu'on commence à faire ça aussi ici. D'un lieu repère à l'autre. Un plateau radio réalisé par l'ALCA. On touche à la fin de notre émission.
On voulait vous remercier, tous nos invités, Patrick, Gabi qui est déjà retourné cuisiner d'ailleurs, Mohamed, merci. Mohamed, merci aussi pour avoir assuré, bravo, l'interprétariat en direct. Merci aussi à Judith de nous avoir accompagnés qui travaille à la Cantina. Donc on en profite pour remercier toute l'équipe de la Cantina, Léa, Lionel, Atlantide, Laura, et puis aussi toute l'équipe des bénévoles de la Cantina. Donc Patrick, merci, qui est aussi bénévole, Drita, qu'on a pu croiser hier, qui vient chaque semaine faire un travail formidable. On en profite aussi pour remercier Véronique et toute l'équipe des ateliers Sésame, qui permettent à ce lieu qui est la Cantina de rester si beau au quotidien. Donc merci à tout le monde. Merci à Simon d'avoir assuré la technique et merci à tout le monde.